écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À une de cette édition, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a inauguré officiellement aujourd'hui le centre multimédia et la bibliothèque de la Commission nationale pour la francophonie à Ouagadougou. Pas d'épidémie de dengue au Burkina, selon la ministre de la Santé. La nouvelle qui a gagné les réseaux sociaux ces derniers temps n'est qu'une fake news. Au Sénégal, les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle doivent être annoncés. Nous serons en ligne avec notre correspondante à Dakar. Notre invité est Wilfried Paré, le coordonnateur de l'association burkinabé du cinéma d'animation. Qu'est-ce qu'un film d'animation et comment se porte la filière au Burkina? Réponse en fin d'édition. Voilà pour nos principaux titres. Bienvenue. La secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, a inauguré officiellement aujourd'hui le centre multimédia et la bibliothèque de la Commission nationale pour la francophonie à Ouagadougou. Louise Moussiki-Wabo était accompagnée du ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération Alpha Bari, l'homme de culture et chef traditionnel Maître Titenga Passéré et de nombreux invités. Élu en octobre 2018 à la tête de l'OIF, Louise Moussiki-Wabo est depuis hier à Ouagadougou à l'occasion du cinquantenaire du FESPACO. Le cimetière des éléphants, c'est le nom du film documentaire de la réalisatrice burkinabé Eleonore Yameogo, déjà diffusé à ce FESPACO 2019. Le film parle des anciens missionnaires, les pères blancs en Afrique et leur rôle dans la colonisation. Lamine Traoré vous invite à la découverte de ce documentaire. Moi, François de Gaulle, je fais le serment sur les évangiles de me consacrer désormais et jusqu'à la mort à la mission de l'Église en Afrique. Dans l'univers clos d'une maison de retraite en France, le quotidien de quelques anciens missionnaires, les pères blancs qui ont foulé le sol africain bien avant les indépendances pour l'évangélisation. C'est ce lieu de repos qui est ironiquement appelé par les riverains le cimetière des éléphants, où vit une trentaine de pensionnaires, dont même le père François de Gaulle, neveu du général de Gaulle. Ces pères blancs racontent dans le documentaire de 52 minutes leur tumultueuse vie africaine, évoquent leur mission et leur place dans l'histoire de la colonisation. Ce sont les derniers éléphants et la réalisatrice essaie de recueillir leurs souvenirs. Eleonore Yameogo. Leurs souvenirs, c'est tous ces bons moments qu'ils ont partagés avec les populations, les Burkinabés surtout, et ce qu'ils ont pu apporter en Afrique. Et puis le film pose beaucoup de questions, notamment leur place dans l'histoire de la colonisation de l'Afrique, des indépendances. Donc ils se défendent, ils disent qu'ils n'ont pas été les protagonistes responsables de la colonisation de l'Afrique. Père Maurice Oufaï est arrivé au Burkina Faso il y a 54 ans. Il y vit toujours et intervient dans le documentaire. Les relations entre les colons et les missionnaires n'étaient pas aussi faciles que cela. Père Maurice Oufaï. Je suis arrivé au Burkina, d'abord comme coopérant, en 1965 à Nouna. Mais si on regarde au Burkina et notamment les régions que j'ai fait, c'était très conflictuel entre la colonisation et la mission. Un cinéphile pas comme les autres apprécie le documentaire. Il s'agit de Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères. L'œuvre des Pères Blancs est immense. Nous devons tous donc leur rendre hommage, au-delà des débats qu'on peut avoir sur les liens avec la colonisation. Un film fait pour aller à la rencontre des Africains et des Français. Car pour la réalisatrice, l'évangélisation est une histoire commune qui lie les deux mondes. FESPACO toujours, ce festival à ses débuts n'était pas uniquement l'affaire des hommes de cinéma. Des politiques comme le président Sangoulé Lamizana ont joué un rôle déterminant dans son implantation et son rayonnement. Ousmane Paré vous propose son portrait. Sans lui, on ne parlerait peut-être pas de FESPACO. Et lui, c'est le général Sangoulé Lamizana, président de la Haute-Volta de 1966 à 1980. Lui et son premier ministre Timoko Marc Garango, à travers une politique dont eux seuls avaient le secret, ont contribué énormément à l'implantation et au rayonnement du festival. La nationalisation des salles de ciné par son régime quelques mois seulement avant la deuxième édition de ce qu'on appelle aujourd'hui le FESPACO, en raison d'une augmentation unilatérale de 25% des droits d'accès aux salles par les exploitants français d'alors, sera un véritable catalyseur pour le festival.
Né le 31 janvier 1916 à Dianra, dans le Sourou, Sangoulé Lamizana fit ses études primaires en Haute-Volta et les études primaires supérieures au Sénégal avant de rejoindre l'école des officiers africains à Saint-Louis, toujours au Sénégal. Le 18 janvier 1936, il est mobilisé de force dans l'armée française et va à ce titre combattre aux côtés de l'ancienne puissance coloniale en Indochine et en Algérie. Après l'accession de la Haute-Volta à l'indépendance en 1960, il est appelé à créer l'armée nationale avec d'autres officiers. Le 1er novembre 1961, Sangoulé Lamizana est nommé chef d'état-major général des armées. Le général Aboubakar Sangoulé Lamizana est décédé le 26 mai 2005. Au Burkina, l'augmentation du coût du parking à l'occasion de grands événements est une pratique habituelle et ce 26e FESPACO ne déroge pas à la règle. Pour parquer son engin à 2 roues, il faut débourser 200 francs et pour celui à 4 roues, 500 francs. Constat et explication dans cet élément d'Asma Oudao. Garez le parking, le FESPACO, garez à côté. Des parkeurs qui accostent des passagers aux abords de la place de la Nation où se tient le MICA, le marché international du cinéma africain. Chacun veut faire le maximum de clients pour rapporter gros. Et en ces circonstances, les prix de parking connaissent une hausse, 200 francs CFA au lieu de 100 francs pour la moto et 500 pour la voiture. Chose que n'apprécient pas certains festivaliers. 200 pour partir où? Au moins 100 francs, tout le monde peut s'en sortir quoi. En tout cas, s'ils pouvaient diminuer, c'est mieux de faire au moins le minimum 100 francs. Être social quoi, avec tout le monde. De leur côté, les propriétaires de parking se justifient. Issouf Kapsoba. Nous aussi on a loué la place là avec la mairie, 55 000. C'est ça qui fait que nous aussi on a augmenté le prix pour trouver quelque chose quoi. Si on vend une moto de 1 400 000 comme ça, tu as payé ça plus qu'une année et demie. Donc ça fait que c'est compliqué. C'est ça qui fait qu'on a pris beaucoup de gens pour se réveiller. Ça vaut 7 personnes. 3 000 francs par jour, par personne. On peut finir un ticket comme ça, ça fait 100 motos. Amadou Sanoutranche, il est festivalier et ex-membre de la municipalité. Il s'y connaît en matière de réglementation. Moi je pense de façon générale que c'est de bonne guerre. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a eu un peu à voyager. Lorsqu'il y a des grandes manifestations, je veux parler de certains pays ou de certaines villes, la réglementation même autorise, non seulement, c'est-à-dire que les détenteurs des hôtels, c'est-à-dire à revoir à la hausse les prix pour faire davantage de bénéfices. Idem pour les gérants des parkings, aussi bien pour les gérants des restaurants et en fait les conducteurs de taxis. Des propos qui peut-être mettront de l'eau dans le vin de certains festivaliers qui voient en ces hausses de prix de parking à l'occasion du FESPACO une spéculation de trop. Il n'y a pas d'épidémie de dengue à Ouagadougou. Selon la ministre de la Santé, la nouvelle qui a gagné les réseaux sociaux ces derniers temps n'est qu'une fake news. Claudine Louguet est au micro de Denis Zungrana. Il s'agit de fake news parce qu'il n'y a pas d'épidémie de dengue. Il y a à la fin de la saison des pluies quelques cas isolés de suspicion de dengue dans les formations sanitaires. Il y a des cas qui sont confirmés, mais à la même période, du 18 au 24 février l'année dernière, nous avons enregistré 47 suspicions de dengue dans toutes les formations sanitaires de tout le pays. Ce n'est pas seulement à Ouagadougou. Et cette année, à la même période, du 18 au 24 février, nous enregistrons 46 cas de suspicion, pas de confirmation de dengue. Donc, il n'y a pas d'épidémie de dengue. C'est des fausses nouvelles qui circulent à travers les réseaux sociaux. Je tenais à vous dire ça. Et il y a quelques semaines, nous étions là, on a parlé d'épidémie dans le district sanitaire de Diapala. Je voudrais vous dire que tout est sous contrôle. À Gawa et à Danon, il y a quelques cas de méningite à pneumocoque. Il n'y a pas de vaccination pour le pneumocoque, mais des mesures sont prises. La ministre de la Santé s'exprimait ainsi hier au sortir du Conseil des ministres. Au cours de ce conseil, 2 décrets d'application ont été pris afin de soulager les PME et les PMI. Le ministre du Commerce, Aruna Kaboré, est également au micro de Denis Zungrana. Nous avons adopté en octobre la loi portant sur le nouveau code des investissements. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, l'unanimité des députés. Et il nous revenait donc de proposer donc les textes d'application, notamment donc les décrets, les arrêtés liés, pour pouvoir mettre en œuvre donc ce nouveau dispositif légal qui participe à l'incitation sur l'investissement donc au Burkina Faso. Les 2 décrets d'application, le premier donc permet donc de mieux organiser et de structurer donc la Commission nationale des investissements et de donner l'ensemble des pouvoirs pour pouvoir traiter donc les dossiers et aussi indiquer les délais de traitement des dossiers qui sont souvent
long par rapport donc à l'ancien dispositif. Le deuxième, lui, traite donc des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier donc des avantages donc, du coût des investissements. Il définit clairement donc les secteurs d'activité concernés, mais aussi reprend clairement le choix qui a été fait de donner beaucoup plus donc de possibilités et de faciliter donc aux PME burkinabés qui travaillent donc dans la transformation de nos matières premières locales. Le Conseil des ministres a aussi procédé à l'adoption de rapports relatifs à la mise en œuvre du volet travaux à haute intensité de main-d'œuvre appelé IMO. Pour 2019, 10 225 jeunes et femmes seront recrutés au profit de 49 communes urbaines pour un coût total de plus de 2 milliards de francs CFA. Procès du putsch de septembre 2015, l'audition du colonel-major Alassane Mouné s'est achevée hier. Il dit être soulagé d'avoir pu témoigner pour contribuer à la manifestation de la vérité. Dans quelle ambiance s'est déroulée cette audience? Elvis Nadeau nous en parle. En dépit de la grande courtoisie dans ses propos que lui a reconnu un bon nombre de personnes lors de son audition, le colonel-major Alassane Mouné n'a pas échappé à un sermon que l'on pourrait qualifier de rattrapage. Le sermon que l'avocat de la défense, Maître Soumbié, devrait faire la veille au général Pingrano Mazagré, mais qui malheureusement n'a pu le faire parce que absent, comme il l'a reconnu lui-même. Et pour l'avocat de la défense, qu'est Maître Soumbié, il n'était pas encore trop tard pour dire ces 4 vérités. Après un exposé sur le souhait de retrait de la décoration de son client par les avocats des parties civiles, Maître Soumbié fera l'observation suivante aux témoins et au tribunal, et ce, avec un ton un peu colérique, puisque pour lui, la responsabilité des blessés et des pertes en vie humaine enregistrées lors des événements doivent être endossées par la hiérarchie militaire qui, dit-il, n'a pas été républicaine. Monsieur le Président, l'armée aurait dû produire un communiqué dès les premières heures du putsch pour donner clairement et officiellement sa position. Reconnaître Chérif Sy, président du CNT lors du putsch, président par intérim, Michel Kafando étant pris en otage. Il poursuivra son argumentation pour dire encore que l'armée aurait dû mettre la zone du palais de Kossiam sous ce qu'il a appelé cordon sanitaire, pour ainsi permettre de contenir les éléments du RSP et éviter les exactions et les pertes en vie humaine. C'est alors qu'il sera rappelé par le tribunal. Maître, nous avons fini avec l'audition du général Zagré, révélé aux témoins du jour. Notez qu'hier, 27 février, marquait l'an 1 de l'ouverture du procès du putsch. Un an après, quels sont les sentiments qui animent les avocats qui prennent part à ce procès? C'est la question que Judith Traoré a posée aux avocats de la partie civile et de la défense. Écoutez Maître Guy Ricam et Séraphin Sommet, 2 avocats de la partie civile. Un sentiment de satisfaction pour la simple et bonne raison que depuis le 27 février 2018 à aujourd'hui, un long chemin sur la recherche de la vérité a été parcouru. À la date d'aujourd'hui, malgré le nombre d'accusés qu'on avait et le volume du dossier, nous pensons quand même que la vérité de la justice est sur le point d'éclore parce que beaucoup de grandes questions ont reçu donc des réponses à travers les débats. C'est vrai que l'opinion attendait sans doute que les accusés viennent reconnaître leur forfait, mais la justice n'a pas forcément besoin des aveux pour déterminer donc la culpabilité. D'ailleurs, en droit, on dit que l'aveu n'est pas une preuve. Nos sentiments sont très bons sur le plan de l'administration, de la gestion de ce procès. L'année passée, lorsque ce procès commençait, on se posait des questions sur comment est-ce qu'il allait se dérouler. Aujourd'hui, nous sommes très avancés. Tous les accusés sont passés à la barre. Nous sommes à l'heure actuelle à la phase de l'audition des témoins. Et le temps que ça prend est plutôt gage d'une bonne administration de la justice parce que c'est pas un procès expéditif. Au tour maintenant de Maître Maria Barry et Abdul Latif Dabo, 2 avocats de la défense. Au fil et à mesure que les débats se passent, que nous progressons tant bien que mal, au niveau de certains accusés qu'on avait considérés au début comme les purs et durs du coup d'État, que cela n'est pas réel. Donc par conséquent, nous espérons progresser très vite et parvenir à la fin du procès où nous continuons à espérer et nous ne pouvons qu'espérer, compte tenu du fait de ma qualité même d'avocat, que la justice sera rendue et que c'est le droit qui sera dit. L'enseignement que je peux tirer de ce procès, c'est qu'on essaie de s'acheminer vers la recherche d'une vérité, je ne dirais pas de la vérité. Au regard des déclarations contradictoires des uns et des autres, cela fait qu'on va y arriver à un moment donné où la décision ultime, évidemment, reviendra au tribunal. Nous sommes sûrs que la décision ne sera pas facile à trancher, car depuis plus d'une année, entre les déclarations contradictoires des uns et des autres, des personnes qui font des variations, des témoins qui passent à la barre et qui changent la version de leur déposition, c'est vraiment inédit, c'est vraiment inédit.
Sénégal, les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle doivent être annoncés. Les 5 candidats auront alors 72 heures pour déposer d'éventuels recours au niveau du Conseil constitutionnel, institution chargée d'annoncer les résultats définitifs. Nous sommes en ligne avec notre correspondante à Dakar, Fatou Sissé. Bonjour Fatou. Bonjour du Cierge. La proclamation des résultats a-t-elle débuté? Là, nous sommes toujours en attente par rapport à la proclamation de ces résultats. Du coup, au niveau du tribunal de Dakar, c'est toujours aussi le calme total. Et du coup, tous les journalistes sont là. On est au dernier réglage. C'était annoncé vers 11h, mais finalement, il y a eu un décalage d'1h30. Donc, d'ici à 12h30, on a dit que le juge va être en face des journalistes aussi pour proclamer ses résultats provisoires. Et du coup, jusqu'à présent, donc, rien à noter par rapport à cette évolution de ce scrutin du dimanche dernier. Dire que tout le monde est là en train d'attendre aussi la présentation du juge, à savoir aussi le juge Demba Kandji qui est le président de la commission nationale du recensement des votes, mais aussi il est aussi le premier président aussi de la cour d'appel de Dakar et c'est à lui aussi de prononcer ses résultats. Pour vous dire qu'au niveau du tribunal de Dakar, l'accès n'est réservé qu'aux journalistes. Il y a un dispositif sécuritaire qui est mis en place pour le filtrage et le contrôle aussi de qui est journaliste et de qui ne l'est pas. Du coup, donc, on est là dans la salle 4 au niveau du tribunal de Dakar en attendant aussi que le juge Demba Kandji, président de la commission donc nationale du recensement des votes, donc de venir proclamer ses résultats provisoires pour le scrutin du 24 février dernier pour édifier tous les citoyens par rapport à ce qui est comme résultat par rapport à cette élection, en attendant peut-être que les résultats provisoires s'annoncent. On a compris que vous attendez donc. Quelle est l'ambiance générale en ce moment? La situation est-elle calme au pays? Ouais, c'est le calme total, donc pas de manifestants. Du coup, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un fort dispositif sécuritaire qui est déployé au niveau de Dakar, partout dans les coins et recoins de Dakar. Vous verrez donc les gendarmes, les policiers, il y a même des dragons qui sont descendus donc en attendant peut-être voir. On ne sait pas ce qui va se passer après la proclamation des résultats, mais pour dire que tout a été donc mis en avant, à savoir aussi la sécurité et les dispositifs sécuritaires qui ont été pris en compte, juste du côté aussi des deux camps, à savoir l'opposition comme le parti au pouvoir ou bien le candidat sortant. De son côté aussi, c'est la mobilisation, mais il y aura aussi une conférence conjointe des deux partis après peut-être la proclamation de ces résultats, mais juste pour dire que rien n'est encore officiel. Du coup, tout le monde et donc tous les oreilles et les yeux ont été jetés au niveau du tribunal de Dakar en attendant aussi ces résultats provisoires. Merci Fatou, on vous retrouvera au cours des prochaines éditions pour un nouveau point. L'invité du jour. Notre invité est Wilfried Paré, le coordonnateur de l'association burkinabé du cinéma d'animation. Qu'est-ce qu'un film d'animation et comment se porte la filière au Burkina? Il répond aux questions d'Abdoul Fattah Tiamtoré. Wilfried Paré, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. De prime abord, quand on parle de cinéma d'animation, de quoi il s'agit? Merci. Le cinéma d'animation est avant toute chose une technique cinématographique dont la particularité de donner vie à des objets inertes. Comme exemple le film d'animation, il y a le dessin animé. Il y a également ce qu'on appelle les images de synthèse. Il y a également ce qu'on appelle le stop motion, dont une des sous-catégories est le papier découpé, la pixelation et la marionnette animée. Voilà, il y a plusieurs techniques autour de cette notion de cinéma d'animation. Donc, ça veut dire le cinéma tout simplement qui n'est pas filmé en prise de vue réelle avec une caméra et des acteurs? Parfaitement. On a l'avantage maintenant qu'il y a l'outil informatique, les ordinateurs, qui nous permettent de faire des créations sur des logiciels. Alors au Burkina actuellement, comment se porte le cinéma d'animation? Dieu merci, le cinéma d'animation se porte bien parce que ça fait bientôt 35 ans que ça existe au Burkina, même si à un moment donné il n'y a pas eu assez de visibilité de ce art. Mais à partir de 2008, il
il y a eu une formation à l'Institut Imagine et c'est de là qu'est parti des jeunes qui ont mis en place une association qu'on appelle l'Association burkinabé du cinéma d'animation, dont je suis membre et dont je suis coordinateur de projet. À l'occasion du FESPACO, vous organisez aussi les RAFA, les rencontres africaines du film d'animation. De quoi il s'agit exactement? Les RAFA, c'est une initiative de ABCA, Génération Film, et l'association collective Génération Créative, appuyée par l'ambassade du Luxembourg. Nous avons voulu faire du lobbying d'abord auprès du FESPACO pour qu'il y ait une catégorie officielle du cinéma d'animation, parce qu'on a remarqué les années antérieures que le film d'animation, qui a une particularité, une manière d'être produite, était jugé au même titre que la prise de vue réelle, ce qui faussait souvent la donne. Donc nous avons décidé de faire cela et adjoindre à la projection, c'est-à-dire à la création d'une catégorie, d'autres activités telles que des panels, des B2B, un incubateur de projets pour vraiment permettre à tous ceux qui veulent connaître le cinéma d'animation de mieux le connaître. Justement, quelle est la place qui est réservée actuellement au film d'animation au niveau du FESPACO? C'est 50 ans qu'on célèbre cette année. Dans la programmation, est-ce que vous sentez la place du film d'animation? Pour cette année, oui, parce que nous avons été associés, comme je l'ai dit, pour d'abord la création de la catégorie. Ensuite, je pense que les catégories, ça devait être long métrage, court métrage et série, mais nous avons vu, en fonction du contexte africain, nous avons plus de courts métrages de qualité des séries, donc nous avons retenu ces deux formats. Malheureusement, pour les séries sur le continent, il n'y en a pas assez, donc le FESPACO a jugé nécessaire de faire la sélection rien que des courts métrages. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés qui empêchent le film d'animation d'être aussi visible que le cinéma de prise de vue réel? Donc on diront que c'est l'argent, le financement, mais moi je pense que le financement est une autre étape. Avant toute chose, c'est la formation. Parce que malheureusement sur le continent, en Afrique de l'Ouest francophone, nous n'avons pas d'école de formation en animation. Alors que pour pouvoir intéresser des investisseurs, il faut que ces derniers soient sûrs que le projet sur lequel ils vont mettre de l'argent, il y a des compétences pour les gérer, pour les transformer et pour les faire voir. Ce qui manque sur le continent, et je pense à mon niveau que c'est le credo de ABCA, que c'est à ce niveau justement que pêche le cinéma d'animation. Donc toutes nos stratégies tournent autour de ça, renforcer les capacités, faire de la visibilité pour inciter vraiment les gens à investir dans le cinéma d'animation. Mais est-ce que vous avez l'impression que depuis que votre association existe, depuis que des actions sont menées, il y a quand même de l'engouement autour du secteur? Oui, quelque chose de palpable, c'est les RAFA. C'est une preuve palpable que l'animation burkinabé vit. Sans oublier que depuis 2012, avec l'ambassade royale du Danemark d'abord, nous avons mené des projets, pour ne pas dire des programmes, qui avaient pour but justement de créer les bases d'une industrie du cinéma d'animation. Donc actuellement, je peux citer une ville comme Koudougou, Dédougou, Boubou-Tchoulasso, où nous avons formé des gens et où nous avons fait créer des films. Cette année, toujours dans le cadre du développement du cinéma d'animation, nous avons eu l'appui du Fonds de développement culturel et touristique pour mener nos activités allant dans le sens de la promotion du cinéma d'animation. Justement, vous avez parlé de la formation. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a assez de gens, surtout au niveau des jeunes, qui s'intéressent aussi à ce métier? Oui, le talent, il est là. Il y a le talent et il y a ce qui va au-delà du talent. Et c'est ça qu'une formation vient compenser. Nous avons fait ce que nous pouvons en tant qu'association, mais nous ne pourrons jamais remplacer des instituts spécialisés dans la formation. Parce qu'une chose que les gens oublient, c'est que le cinéma d'animation est connecté à d'autres arts qui aujourd'hui pèsent en termes d'industrie. Je prends le milieu de la réalité virtuelle, tout ce qu'on va appeler jeux vidéo, comics, c'est-à-dire les bandes dessinées. C'est toute une économie qui se crée autour de ça. Et nous pensons qu'il faut vraiment investir dans cela pour pouvoir justement atteindre une stabilité économique, parce que c'est l'enjeu de toutes les sociétés actuelles. Wilfried Paré, merci. À moi de vous dire merci. C'était donc à l'instant Wilfried Paré, le coordonnateur de l'association burkinabé du cinéma d'animation. C'est la fin de cette édition mise en onde par Adama Konaté. Très bonne suite de programme sur nos antennes.